Donc, j'inviterai Madame Vanessa Desclos à monter, à me rejoindre sur scène pour la prochaine conférence. Donc, on a le privilège aujourd'hui de recevoir Vanessa Desclos, qui est conservatrice au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Elle est chargée des collections d'Égypte antique, Proche-Orient chrétien et des papiers d'orientalistes. Elle est commissaire de l'exposition L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. D'ailleurs, vous avez le livre de l'exposition qui est en vente à la sortie, qui a été publié en avec Guillemette Andreu et Hélène Virenque. Elle est docteure en égyptologie, autrice d'une thèse soutenue en 2014 sur les appels aux passants, sujet de plusieurs articles. Elle est aussi cofondatrice et éditrice du carnet de recherche en ligne, L'Antiquité de la BNF. Elle est chercheuse d'Orient et Méditerranée à l'UMR 8167, associée à Isoman UMR 5189, membre de la mission française des fouilles de Coptos, site sur lequel elle a mis en ligne une base de données des objets mis au jour au 19e et début du 20e siècle. Donc, Coptos, Coptite, Object Survey in Museum. Vous trouverez le lien sur le site internet de l'événement si vous avez plus d'informations. Donc là, elle va nous parler de Champollion inconnu, enquête chez les biographes et dans les manuscrits du savant. Merci beaucoup. Dans la salle et à distance. Et je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement l'UQAM, les organisateurs, en particulier Valérie Angenot, mais aussi Jean Revès, que j'ai plaisir à revoir ici après tant d'années depuis l'Égypte. Et un grand merci à Perrine Poiron pour toute son assistance efficace et amicale. Donc merci d'avoir convié la Bibliothèque nationale au sein de ces festivités. Alors, que dire de Champollion qui n'a pas déjà été dit, de sa vie relativement courte. Beaucoup a déjà été écrit et redécouvert. Lorsque Jeannot Quetel publie son répertoire de bibliographie analytique couvrant les années 1806-1989, il recense près de 1056 références issues ou consacrées aux travaux du déchiffreur. Depuis 1989 jusqu'en 2019, je me suis arrêtée là pour attendre que la bibliographie soit bien complète dans le dépôt légal. Une exploration de la base de données bibliographiques égyptologiques annuelle nous livre 163 titres supplémentaires, soit un total en 2019 de 1219 titres consacrés à Champollion. Donc de cette recension, donc 1806-2019, 85 références renvoient à des biographies, livres, articles ou chapitres consacrés à la vie de Jean-François Champollion, ce qui est en soi déjà considérable, et peu nombreux sont les antiquistes qui peuvent se targuer d'une telle bibliographie. Et pourtant, le monde savant s'était mieux à l'idée qu'il ait fallu attendre 75 ans pour voir paraître la première véritable biographie consacrée au seul déchiffreur. Du vivant de Champollion paraissent déjà quelques notices dans des annuaires comme en 1816-1817, la notice dans la biographie des hommes vivants, ou en 1822, la notice « Biographie nouvelle et contemporain au dictionnaire historique raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française, ont acquis leur célébrité, et là c'est important, par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers », où, je m'arrêterai là, on peut citer en 1828 la France littéraire ou dictionnaire bibliographique. Vous en trouverez la plupart numérisés sur Gallica. Alors, de manière assez attendue, les nécrologies publiées à la mort étoffent par un regard rétrospectif l'ensemble de la carrière de Champollion et les renseignements académiques dont nous pouvons disposer, comme en 1832 la nécrologie publiée par Lenormand et surtout celle très importante en 1833, une notice assez fournie de 47 pages sur la vie et les ouvrages de Champollion publiée par Sassy et republiée en 1839 que vous trouverez en ligne sur Percé. Dans les années suivantes, de 1834 jusqu'au début des années 1860, Champollion intègre les différents annuaires, encyclopédies, qui constituent alors l'essentiel des contributions biographiques en quelques pages ou paragraphes consacrés à la vie du savant. Les années 1860 marquent un tournant avec l'édition et la réédition de manuscrits, la correspondance ou des études associées à Champollion et donnent lieu à une introduction en général biographique.
Par exemple, on a la publication de Maxime Ducamp dans Orient en Italie en 1868, avec une belle notice biographique de 12 pages, ou celle de 1868 de Ferry sur l'obélisque de Luxor, ou encore l'édition en 1877 par Barry de Troyes, des lettres inédites, avec 40 pages d'introduction sur Champollion. Alors, le premier ouvrage conséquent à vocation biographique est celui rassemblé en 1887 par Aimé Champollion, dont Alain Zivy nous a parlé hier, Les deux Champollion. Dans cet essai, Aimé, historien, bibliothécaire et chartiste, directeur du service des archives départementales de France, fils de Jacques Joseph, donc le neveu de Jean-François, redonne toute sa place à son père aux côtés du déchiffreur dans leur quête savante. Une autre contribution familiale à noter est celle du gendre d'Aimé, Léon Leroy de la Brière, qui publie les lettres inédites en 1897. Il faut donc attendre 1906 pour voir paraître la première biographie et qui restera la seule jusqu'en 1988, celle d'Hermine Hartleben en 2 volumes et dont vous connaissez peut-être l'histoire. Alors j'ai le plaisir de rappeler, pour ceux qui ne lisent pas l'allemand, un joli article publié par Hélène Virenque dans Égypte, Afrique et Orient en français, consacré à cette dame. Donc cette somme de 2 volumes rassemble près de 1229 pages, accompagnée de planches index et notes bibliographiques. Et cette édition de référence ne sera traduite sous une forme abrégée qu'en 1983, avec une introduction de Christiane Desroches-Noblecourt. Hermine Hartleben publie également en 1909 les lettres et journaux écrits pendant le voyage en Égypte à partir de la correspondance des archives familiales de Vif. Donc de la fin des années 1900 jusqu'au début des années 1980 alternent les publications de notices biographiques dans les encyclopédies et annuaires, dictionnaires et quelques articles où Champollion figure en père de l'égyptologie dans une histoire de l'égyptologie qui commence à s'auto-écrire. La période comprise entre le bicentenaire de la mort de l'égyptologue, c'est-à-dire 1990, et les 190 ans du déchiffrement en 2012 suscite un afflux de biographies. Je vous en cite ici quelques-unes. Et ouf, j'ai toutes les biographies citées par Alain Zivy, donc c'était mon test hier. On retiendra également les nombreux travaux de Michel de Wechter, un grand spécialiste de l'histoire de l'égyptologie, qui fut l'un des créateurs du musée Champollion de Figeac. Et ses recherches inlassables dans les archives et les ventes ont permis la mise au jour et la publication d'une documentation sans cesse enrichie. Et bien sûr, on termine sur cette roborative biographie d'Alain Faure, récemment rééditée en 2020. Donc, en conclusion de ce tour d'horizon des biographies, on notera que les pics correspondent aux dates anniversaires, sans grande surprise bien sûr. Donc 1990, bicentenaire de la naissance, 2012, soit qu'on l'attribue un anniversaire de la mort de Champollion en 1832 ou un anniversaire du déchiffrement en 1822. Et bien sûr, on ne pouvait pas terminer sans évoquer l'année 2022, qui n'a pas fait mentir ce constat, puisqu'on a de nouvelles publications et surtout, grande nouveauté, un regain des ouvrages jeunesse où Champollion redevient un nom mis en lumière, ce qui, je pense, est très positif pour l'égyptologie. Et nous n'en sommes qu'au début des célébrations, parce que vous le savez, la date mythique anniversaire est plutôt au mois de septembre, donc plein d'autres ouvrages sont encore annoncés. Et il faut y ajouter en plus les ouvrages dédiés au déchiffrement des hiéroglyphes ou aux ouvrages dédiés aux écritures, les catalogues d'exposition, etc. Donc sans doute une année propice au renouvellement de la bibliographie sur Champollion. Donc, après avoir parcouru les ressources éditées de ce qui nous donnerait la base d'un Champollion connu, je vous propose d'examiner plus attentivement en fait, les manuscrits Champollion conservés à la Bibliothèque nationale de France, que nous avons pu dépouiller avec Guillemette Andreu Lanoé et Hélène Virenque, que vous voyez ici sur cette photo. Nous fêtions la fin du catalogue, pour la préparation de l'exposition actuellement à Paris, visible jusqu'au 24 juillet. Nous proposons de les mettre en regard avec ce que nous savons du savant par les biographies et les zones d'ombre ou encore les choses qu'il y aurait à exploiter. Le but étant de montrer tout le potentiel qu'il y a de continuer à travailler sur ces archives.
Et donc, j'espère que cela suscitera des vocations, comme sur n'importe quelle archive d'ailleurs d'orientaliste. Donc, pour rappeler en quelques mots l'histoire de ces fonds à la Bibliothèque nationale, à la mort de Champollion, sa veuve et sa fille sont en difficulté, sans bien de valeur, Jean-François n'étant pas propriétaire de l'appartement rue Favard, et elle demeure sans revenu. Jacques-Joseph obtient de Louis-Philippe, le roi, l'assurance d'un geste de l'État. Il avait en sa possession les manuscrits de son frère, décrits dans l'inventaire successoral, je cite, « une grammaire égyptienne, une grammaire et un dictionnaire copte, 3 portefeuilles de dessins de l'Égypte, 16 cahiers de notes et extraits relatifs à l'histoire et aux langues, et 21 cahiers de notes et extraits relatifs également à l'histoire et aux langues. » Une commission est créée le 23 mars, composée des académiciens Sassy, Le Trône, Donou, Laborde, Quatremer, Dugas, Montbel et Rémusat, chargée d'examiner les manuscrits. Elle remet un rapport au début de 1833 et sur proposition du ministre de l'Instruction publique, François Guizot, un crédit extraordinaire de 50 000 francs est voté le 24 avril 1833, destiné à acquérir pour le compte de l'État, je cite, les manuscrits, dessins, livres annotés par feu Champollion. Et une pension de 3 000 francs est votée pour sa veuve dans un projet de loi de Chambre des députés par Guizot et a présenté également à la Chambre des pairs par le baron Thénard. La légende veut qu'on se serait exclamé « Champollion est une de nos gloires nationales, alors acquittons cette dette nationale ». Alors, une nouvelle commission formée de Sylvestre de Sassy, Lenormand et Royer-Collard doit procéder aux formalités d'acquisition qui traînent. En septembre, on a voté ça en avril, toujours rien. Sassy demande alors à Champollion-Figeac de dresser un inventaire des pièces et d'obtenir la décision lui permettant d'agir en lieu et place de sa nièce, ce qui est fait le 6 décembre. En opérant cet inventaire, Jacques-Joseph constate beaucoup de pièces manquantes de ses souvenirs qu'il avait des papiers de son frère. Il les recherche sans succès auprès de ses proches quand ses soupçons se portent sur Salvolini. Je pense que M. Gréco nous en dira plus tout à l'heure. Les manuscrits purent être récupérés par l'entremise de Charles Lenormand, qui put les acquérir à la succession Salvolini et les recéder à la bibliothèque en 1840. L'histoire est racontée dans la notice sur les manuscrits autographes de Champollion, le jeune, perdu en l'année 1832 et retrouvé en 1840 par M. Champollion-Figeac, que vous trouverez donc numérisé sur Gallica. Donc, on retrouve cette liste sous la plume de Jacques-Joseph, conservée au sein de la correspondance adressée à Madame de Récamier. Vous avez ici la photographie de cette liste, et j'en ai fait une transcription rapide sur cette diapositive. Cette liste est aujourd'hui identifiée sous la cote BNF-NAF. NAF, c'est pour Nouvelle Acquisition Française, 14 906. Et plus d'une quarantaine d'items sont alors identifiés et vous reconnaîtrez certaines pièces relatives notamment à la pierre de Rosette ou à la grammaire samaritaine qui sont peut-être plus ou moins connues. Alors, il existe bien sûr des manuscrits de Champollion en dehors de la Bibliothèque nationale. Quelques manuscrits ont été repérés à Genève, à Grenoble. Il faut se souvenir que Champollion, devenu bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque municipale de Grenoble en 1810, va rédiger vers 1812 un catalogue des objets égyptiens du cabinet des antiques de la ville. Un manuscrit de jeunesse a été récemment publié à Leyde. C'est les commentaires de l'histoire du ciel de l'abbé Pluche de 1739, ouvrage qui donnait une explication des hiéroglyphes par le symbole, mais il y en a aussi à Londres. Et il y a bien sûr des documents qu'on peut encore retrouver parfois, qu'ils aient été confiés à des collaborateurs, des envois, d'autres lieux de carrière de Champollion ou encore des papiers familiaux. Je tiens à préciser que la correspondance familiale et personnelle est restée conservée donc pendant longtemps dans les archives familiales avant qu'Aimé Champollion ne la cède aujourd'hui à ce qui est les archives départementales de l'Isère. Donc pour conclure sur le fait que l'essentiel des papiers dits scientifiques se trouve à la BNF, mais bien sûr qu'on peut encore élargir le champ.
Alors, un petit aparté, je prends ma casquette de bibliothécaire, sur comment retrouver les fonds associés à Champollion à la Bibliothèque nationale. Je rappelle qu'à la Bibliothèque nationale, nous avons 3 catalogues différents. Les manuscrits sont décrits sur archives et manuscrits, tandis que les ouvrages imprimés sont décrits sur le catalogue général des imprimés, et les objets du cabinet des antiques sont décrits dans la base médailles et antiques, chacun de ces types de supports correspondant à des normes des descriptions différentes. Nous avons requis des formats différents gérés par d'autres catalogues. Mais bien sûr, sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale et ses partenaires sont mises à disposition toutes les numérisations intégrales de documents appartenant à la BNF, quels que soient les supports, mais aussi au-delà, puisque nous avons les fameuses bibliothèques partenaires. Et je tiens à préannoncer cette année le partenariat avec Grenoble qui a permis la numérisation notamment de fonds Champollion que vous pourrez retrouver bientôt, enfin déjà visible sur Gallica. Parmi ces fonds numérisés, une partie de la BNF est numérisée d'après microfilm, tandis qu'une vingtaine de volumes supplémentaires, soit près de 4000 pages, ont été numérisés en 2021 pour une mise en ligne sur Gallica, et c'est un travail que nous poursuivons. Aujourd'hui, sur 88 volumes de Champollion lui-même, ou 96 volumes reliés à Champollion, si on intègre les fonds Nestor Laude, Salvolini, etc., il nous reste encore 40 volumes à numériser. Mais vous voyez, c'est un travail qui progresse lentement, mais qu'on a repris grâce au bicentenaire. Alors, petit rappel sur l'utilisation de Gallica. Gallica est récemment réévalué. Vous pouvez donc choisir un affichage mode mosaïque avec le petit bouton en bas. Et si vous souhaitez télécharger une image en haute définition, cela vous est possible grâce au bouton 3IF bleu et rouge dans la marge de gauche, ce qui vous conduit alors sur un autre site où là, vous pouvez décider de télécharger l'image en haute résolution. Pour les publications scientifiques, l'utilisation est parfaitement gratuite. Je vous renvoie à la page de réutilisation des contenus de Gallica. Donc, c'est mis à disposition gracieusement du monde savant. Voilà. Alors, comment se présentent ces papiers Champollion et pourquoi restent-ils des inédits ? Alors, il existe plusieurs types de reliures. Je vous décris un petit peu la matérialité des fonds tels que vous les voyez mis sur leur nouveau rayonnage il y a quelques mois, puisqu'il y a eu des gros travaux de rénovation du site Richelieu. La première tranche de cote, NAF 20303 20319, se présente sous cette forme de grand volume rouge qu'on rencontre de manière assez classique à la Bibliothèque nationale, tandis que les 3 cotes suivantes, 20320 à 20322, sont reliées en plein cuir avec le nom de Champollion dans la cartouche. Et ça, on pense que c'est une reliure qui a été décidée par son frère Jacques-Joseph. Et vous avez, juste à côté sur la diapositive, les cahiers que Champollion a achetés lui-même tels quels dans des papeteries dans le commerce, comme peuvent l'indiquer certaines étiquettes, ce que vous voyez dans l'angle en bas. Et ces papiers, voilà, sont parfois, vous voyez sur le carnet 20386, celui qui a servi de base à la lettre à Monsieur Dacier, où Champollion recueille tous les noms de pharaons étrangers. Il l'a signé en mettant en signe alphabétique Champollion en l'année 1822. Donc parfois nous bénéficions de quelques indications. Et le reste des volumes sont reliés sous cette forme de demi-parchemin. Et là aussi, c'est une reliure tout à fait typique des reliures pratiquées à cette époque à la bibliothèque, où en fait, on va contrecoller les petits papiers de Champollion sur des grandes pages reliées dans ces grands registres. Alors, je me permets de rappeler ici la phrase de l'inventaire successoral: une grammaire égyptienne, une grammaire et un dictionnaire copte, 3 portefeuilles de dessin, 16 cahiers de notes, 21 cahiers de notes, etc. Donc vous voyez que l'aspect du fond entre l'inventaire successoral et désormais tel qu'il est conservé à la BNF a bien changé, et ça nous permet de comparer la matérialité telle que se présentait à la mort du savant avec celle que nous avons désormais sous les yeux.
Alors, les papiers, en fait, sont reventilés par son frère, qui est alors, dès 1828, Jacques-Joseph est conservateur au département des manuscrits et peut donc surveiller l'arrivée des papiers de son cadet en 1833 à la Bibliothèque nationale au département des manuscrits. Il va donc proposer des répartitions thématiques. On trouve très souvent en tête, scandant ces volumes, un papier indiquant les thèmes des papiers suivants de la main de Jacques-Joseph. Quand vous voyez une écriture moins ronde et assez difficile à déchiffrer, c'est plutôt Jacques-Joseph, tandis que la petite écriture ronde, c'est plutôt Jean-François. Et ça nous permet d'ainsi repérer qu'il y a eu des interventions. Parfois, les dessins de Champollion sont documentés et sourcés, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas toujours datés, ou quand ils sont datés, les dates sont souvent sujettes à caution. Et on a en plus à faire parfois des représentations énigmatiques. Que penser en effet de cet homme zodiacal égyptien, une représentation bien incongrue? Alors les hiéroglyphes sont bien de la main de Champollion, quand on a l'habitude, et le dessin aussi est de la main de Champollion. Champollion ne dessinait pas si bien que ça, il avait une main incomparable en ce qui concernait toutes les graphies et la calligraphie des différentes écritures. Mais par contre, dès qu'il y a des représentations de statues ou de figures humaines, souvent il fait appel à des collaborateurs plus dessinateurs, parce que lui-même, quand on sait qu'il a partagé le même maître de dessin que Stendhal, je me demande quelle est la qualité des dessins de Stendhal, mais voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà, et puis pour ces dates multiples figurant sur les remarques sur la fable des géants, qui est la base de la communication que fit Champollion en 1806 à 16 ans, on trouve plusieurs dates sur ce manuscrit. Ma première bêtise, 1814, composée en 1804. Donc voilà, pareil, on a des indications où sans arrêt il antidate en se disant mais en fait voilà, ce papier-là je l'ai repris en 1814, mais en fait c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis 1804. Donc vous voyez, même quand il y a des dates, c'est très compliqué d'arriver à analyser quelle est la date réelle du manuscrit. Alors, parmi ces papiers Champollion, pareil, autre difficulté, l'auteur des notes n'est pas toujours Champollion lui-même, ou pas que Champollion. Ainsi, pour ce rouleau récemment publié par Barbara Lurcher, d'ailleurs, je mets un extrait où elle propose la lecture de la signature GFCU. Il faut bien sûr lire JFCF pour, à l'époque, Champollion, Jean-François pouvait signer parfois Champollion-Figeac. La partition entre Lejeune et Figeac n'a pas été opérationnelle dès les premières années. C'est un manuscrit, nous indique le titre, égyptien sur toile appartenant à Monsieur l'abbé de Tersan, copié en 1811 en octobre, et dans une lettre qu'a identifiée Barbara Lurcher du 21 avril 1809, Champollion écrit à son frère que la bande de calque a été faite par son ami et dessinateur Léon Joseph Dubois, qui est celui qui contribuera aussi au panthéon égyptien, tandis que lui a fait la copie du texte. Et là, c'est assez vertigineux de se dire que dès 1811, Champollion, qui ne publie son déchiffrement des 24 premiers signes alphabétiques qu'en 1822, est déjà capable de recopier avec une certaine fiabilité des textes égyptiens auxquels il ne comprend pas encore grand-chose. Et ce nom de Léon Joseph Dubois est souvent pas très visible dans les papiers Champollion, mais on peut le restituer a posteriori. On sait qu'il a accompagné Champollion dans son voyage en Italie et qu'il a fait avec lui des estampages, donc notamment cet estampage de la stèle de Djéoutinéfer au Museo Egizio. Pas mal de dessins. Donc voilà, il y a tout un travail de réattribution à faire derrière tout cela pour mieux enquêter sur les méthodes de travail de Champollion et relativiser la notion de génie travaillant tout seul dans son coin. Karine Madrigal fait le même travail sur la correspondance de Champollion. En fait, il y a plusieurs milliers de correspondants à Champollion qui participent de cette émulation et de ces envois qui sont faits aux savants et qui permettent de l'alimenter dans ses recherches. Donc, nombre d'estampages et dessins de Turin, de calques du Panthéon sont en fait de la main de Dubois.
Alors pour l'exposition et toujours actuellement dans les années à venir, je continue de mener ce travail que nous avons initié avec Hélène et Guillemette de dépouillement et de signalement des feuillets des manuscrits de Champollion. Je vous donne un exemple de notice enrichie de la base archivée manuscrits où on va essayer de repérer la structure du manuscrit et d'identifier les objets ou les inscriptions ou de résumer peut-être le contenu d'un rapport ou d'une lettre pour espérer que voilà, les gens se réintéressent à ces archives et puissent mieux les identifier, car les titres sont parfois assez laconiques et trompeurs. Et voilà, nous bénéficions aussi de beaucoup d'apports de chercheurs et de collègues. Musée des Beaux-Arts de Lyon, Geneviève Galliano et Véronique Gay, Monsieur Goyon et Karine Madrigal nous ont identifié beaucoup de ressources pour ces collections qui commencent peu à peu à être mises en ligne. Et pour le Museo Egizio de Turin, nous avons bénéficié de l'aide de Federico Poul et de Guillemette Andreu-Lenoé qui connaît très bien la collection. Florence Mauric-Barberio nous aide aussi pour l'identification des tombes de la vallée des rois. Et Sylvia Einaudi aussi, une grande contributrice. Nous citons bien évidemment tous ces noms dans les notices pour sourcer nos informations. C'est un véritable travail collaboratif que nous souhaitons mettre en avant. Alors le fonds Champollion, strictement dit, celui acquis en 1833 avec quelques redécouvertes chez Salvolini, est donc conservé sous les cotes NAF 20303, 20390. Il reste beaucoup à en ressortir et je vous propose ici un tour d'horizon thématique des manuscrits avec des pistes de recherche que nous avons pu très rapidement identifier, donc toujours dans ce travail pour l'exposition, en espérant que voilà, ça pourra vous inspirer. Alors, il a été, on résume toujours à une quinzaine de langues ou d'écritures orientales que Champollion aurait étudiées, mais en fait, en retravaillant sur ces manuscrits, j'ai pu en lister pas moins d'une trentaine, hein, parce que, on le sait, l'écriture arabe peut servir à encoder différentes langues, et il faut bien sûr différencier chacune des langues derrière chaque écriture. Et donc, c'est pas moins d'une trentaine de systèmes d'écriture et de langue que Champollion a étudié. Donc, parfois, sans doute à la faveur d'un seul cours d'initiation, ou parfois des écritures qu'il maîtrisait particulièrement bien. Tous ces manuscrits, en fait, correspondent aux premiers travaux avant que ces travaux ne se consacrent de manière exclusive à l'Égypte. Et il serait très intéressant de mieux les étudier pour avoir un constat des textes qui a alors été étudiés dans les formations orientalistes, les grammaires et dictionnaires à disposition, et tout ce réseau d'orientalistes et la manière dont on faisait de l'Orient au début du XIXe siècle, au lendemain de la Révolution française, au moment de la refondation des institutions académiques. J'avais dressé avant l'exposition un petit tour rapide des papiers en essayant, grâce aux listes de Kettel et d'Alain Faure, de repérer ce qui était complètement inédit, partiellement publié ou publié. Ce code couleur rouge inédit, partiellement doré et publié en bleu vous permet de repérer la part encore de totalement méconnue dans les papiers de Champollion. Donc, les publications s'étonnent souvent de la quasi-absence de mention de l'abbé Barthélemy dans les écrits de Champollion, qui est sans doute le plus grand déchiffreur de la fin du XVIIIe siècle. Or, il n'en est rien. Barthélemy est très présent dans les archives de Champollion, un petit peu dans ses publications. Il faut juste arriver à repérer les petites mentions dans les préfaces. Champollion non seulement a accumulé les lectures des auteurs anciens, hein, on a ses fiches de lecture en quelque sorte, l'étude des écritures, mais il a aussi testé toutes les méthodes de déchiffrement qui l'ont précédé. Et c'est comme ça que j'essaye d'interpréter en fait tous ces papiers relatifs à des monnaies, hein, qu'on appelait médailles au XIXe siècle et qui, je pense, était quelque chose de peu connu sur Champollion avant l'exposition. Parce qu'il cherche, il veut trouver par lui-même, reproduire par lui-même la démarche pour invalider justement ce qui est la bonne théorie de la fausse.
et tester les limites de la technique du déchiffrement. Il va ainsi se repencher sur la collection des monnaies de la Bibliothèque nationale, enfin qui est alors Bibliothèque royale, et pour se remettre dans les pas de l'abbé Barthélemy, puisque l'abbé Barthélemy, pour déchiffrer le phénicien et des écritures apparentées dérivées de l'araméen, va utiliser les monnaies bilingues. Alors l'abbé Barthélemy est alors garde du cabinet des monnaies de la bibliothèque, et donc je crois qu'il contribue à enrichir sensiblement les collections de monnaies pour justement avancer dans ces déchiffrements. Et Champollion va donc se replonger dans les publications, mais aussi en allant examiner lui-même et les dessiner lui-même les collections de la bibliothèque. Donc il ne laisse rien au hasard, il veut tout refaire lui-même. Et je dois donc à Julien Olivier, chargé de la collection des monnaies grecques de la Bibliothèque nationale, l'identification des exemplaires très précisément étudiés par Champollion. L'avantage des monnaies antiques, c'est que grâce à certains défauts de frappe ou des prélèvements, presque toutes les monnaies sont différentes et donc peuvent être repérées. Donc là, un travail d'étude sur l'exploitation des fonds monétaires de la bibliothèque à mener en lien avec Champollion. Il y a de plus en plus, on parle du rôle du copte, il n'est pas nié chez Champollion, mais vous voyez la part d'inédit de ces travaux consacrés au copte, et il serait vraiment intéressant de se replonger dans ces notes. Je vous ai mis ici la carte qu'il a pu dresser dans ses jeunes années, où il fait une carte du delta, où il essaie de positionner les toponymes, les noms de lieux en copte sur le delta dans des travaux assez précoces. Et donc, vous voyez que c'est un grand nombre de cotes des fonds de manuscrits de la Bibliothèque nationale qui sont consacrés à cette langue et écriture. Une part importante du fonds, c'est bien évidemment les volumes consacrés au déchiffrement des écritures égyptiennes, notamment les notes sur les livres des morts, et qui sera très important pour nous d'exploiter à la bibliothèque, puisqu'elle va nous permettre de retracer toute une histoire des collections qui est à ce moment-là encore mal documentée. Et vous avez donc ces différentes écritures dont nous a parlé Jean Revez sur le hiératique, le démotique et les hiéroglyphes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait Champollion termine par les hiéroglyphes pour ce déchiffrement. Et en lien avec ça, un travail de toute une vie d'élaboration de grammaire, dont la première version est une grammaire dite de langue égyptienne, mais qui est entièrement consacrée au copte. Et au fur et à mesure qu'il progresse dans sa connaissance des hiéroglyphes et des différentes écritures égyptiennes, il commence à ajouter des exemples tirés des différents monuments qu'il copie, et peu à peu fait basculer cette grammaire égyptienne d'un état de langue copte vers un état plus égyptien pharaonique. Et il se servira, comme nous l'a redit Jean Revez, du copte comme système de translittération, puisqu'il n'existe pas alors de translittération, et donc il pense au copte parce que pour lui, il s'agit d'une seule et même langue qu'il envisage dans toute sa longue durée, sans faire de différence chronologique, quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard. Ces jeux du dictionnaire qui vont servir justement, on voit comment se présentent ces fiches et on voit tout le chemin qu'a à parcourir Jacques Joseph après la mort de son jeune frère pour éditer un véritable dictionnaire et notamment réfléchir dans quel ordre classe-t-on des mots hiéroglyphiques quand la langue n'est pas purement alphabétique, quelque chose qu'il explique longuement dans sa préface. Donc, plein de choses à retirer de la méthode Champollion. On a essayé d'en mettre quelques extraits dans l'exposition, mais il y aurait tellement à dire. Il y a toute une exploitation des lectures faites par Champollion, des anciens déchiffrements, des écrits sur l'histoire de l'Égypte. Il y a aussi de nombreuses correspondances qui sont encore assez méconnues et qui gagneraient à être exploitées. Dans le NAF 20334, qui a pour titre trompeur « Astronomie, calendrier, poids et mesure », puisqu'il s'agit des pages d'intertitres glissées par Jacques Joseph sur les premières inscriptions. Il nous manque plein de descriptions. C'est un volume extrêmement riche et divers
qui contient plein de lettres avec des correspondants étrangers, et notamment une lettre que j'ai plaisir à citer de Thomas Young en français, rédigée depuis Londres le 24 décembre 1822, et il lui communique les cartouches de roi relevés à Dendera, Medinet Abou, Karnak et Philae. Et Thomas Young note alors, on est quelques mois après la lecture à l'Académie de la lettre à Monsieur d'Acier. Tous les noms d'Abydos qui restent parfaits, il parle de la table des rois d'Abydos, commencent par un soleil. Est-il possible que cela ait signifié un R? Je crois que non, et j'en suis fâchée, car j'aurais bien aimé à faire même nom, fils de Ramsès. Il n'est pas loin quand même. Hein. Donc, mais Champollion, est-ce que ces types d'échanges, mais la puce à l'oreille de Champollion, est-ce que le soleil, il se dit, mais oui, le soleil, ça se dit Ra en copte, et voilà, il a une autre clé. Donc, c'est aussi tout ça qui fait progresser. C'est peut-être que Jung n'a pas trouvé le son des hiéroglyphes, la phonétique grâce à la langue copte, mais il avait quand même des sacrées intuitions. Alors, dans la méthode Champollion, il faudrait aussi, ce qu'on peut montrer, c'est que ces manuscrits, en fait, vous voyez, ce sont des recueils de notes factices. Hein, c'est pas forcément. Il y a parfois des carnets qui sont des volumes à part entière, mais souvent ce sont des papiers qui sont assemblés. Il y a énormément de planches tirées de publications anciennes du XVIIe, XVIIIe siècle, de planches qu'il achète ou qui se fait procurer de la description de l'Égypte, qu'il la note ou qu'il va classer dans un ordre chronologique au moment où il a étudié le canon des rois de Turin et qu'il compare à la liste de Manéthon. Il va pouvoir faire une chronologie relative des rois dans l'ordre égyptien et commencer à classer les monuments qui ont des cartouches pour essayer d'écrire une espèce d'histoire et histoire de l'art de l'Égypte. Et on a donc des chemises consacrées à différents règnes, suivant ces... Et donc, dans ces chemises, il y a de tout. Vraiment, il y a des papiers de sa main, il y a des planches. Et donc, si on arrive à réattribuer ces planches, on a aussi toute une source bibliothèque. On pourrait reconstituer, bien sûr, on peut savoir ce qui était à la disposition de Champollion à son époque, mais lesquels il a véritablement utilisés. Pour cela, il faut vraiment se plonger dans ces papiers. Alors, parmi la méthode Champollion, il y a bien sûr toute la question des voyages qui ont été évoqués à moult reprises. Donc, l'Italie, plusieurs voyages, les 2 voyages en Italie en 1824 puis en 1826, où on signale que les notes sur les obélisques, alors presque achevées, restent inédits, mais ont été copieusement empruntées par une publication italienne, comme l'a prouvé Jacques Joseph. Vous avez le canon hiératique des dynasties égyptiennes. Et pourquoi je cite à nouveau le NAF 20334 où je vous ai parlé de la lettre de Jung? Parce que plus de la moitié du manuscrit, la seconde moitié, sont les différentes versions des bons à tirer des lettres au duc de Blacas-d'Aubes. Ce qui n'apparaît pas dans le titre, et donc d'où ce travail nécessaire de reprendre le catalogage pour mieux faire connaître ces différentes versions des lettres. Bon, il y a quelques ratures, mais c'est plutôt des reprises de formulation que des grandes découvertes majeures. Il y a aussi bien sûr le voyage en Égypte, qui est de loin sans doute le dossier le plus compliqué, qui vous mériterait d'être repris. Donc voyage en Égypte entre 1828 et 1829, puisque nous avons une première salve de manuscrits, les NAF 20303 à 20308, qui sont les notes telles qu'elles ont pu être prises sur place en Égypte, en très grande majorité des dessins de Nestor l'Hôte et les relevés hiéroglyphiques de Champollion. On a en parallèle le NAF 20357 relatif au voyage d'Égypte, où on a notamment un petit agenda de Champollion de cette année-là, où on peut trouver des notes sur la préparation, des minutes, des lettres, par exemple des lettres de conseil de Caillot. Tout simplement, il n'existait pas de guide de voyage à l'époque, donc comme Lepsius fait plus tard auprès de Jacques Joseph ou d'Hippolyte Ressellini,
comment monter une expédition, de quoi faut-il se munir. Champollion fait la même chose avec les voyageurs qui l'ont précédé, donc comme Frédéric Caillot. Plein de correspondances aussi. Et puis les NAF 20 358 à 20 360 qui, eux, sont consacrés, en fait, des dessins mis au propre par des dessinateurs, certains des anciens membres de l'expédition, pour préparer la publication posthume des monuments de l'Égypte et de la Nubie. Mais nous avons aussi les notes et extraits divers du journal de voyage en Égypte, qui là sont de la main de Nestor Lhott, et c'est Nestor Lhott qui va recopier son propre journal de voyage et réunir aussi des notes prises auprès de différents membres de l'expédition. Donc vous voyez un travail assez complexe, à la fois contemporain du voyage et parfois postérieur, puisqu'il est réactualisé au moment de la publication, et on a ensuite d'autres souvenirs de voyage. Et on a récemment redécouvert les archives Firmin Didot à l'Arsenal qui parlent de la publication. Et donc, on a de nouveaux noms d'intervenants et notamment, on doit se poser, après Jean Leclan, qui avait déjà fait un travail de réattribution des papiers conservés dans le fonds Nestor Lhott de la Bibliothèque nationale, il y a cette question des dessins de Huyot, qui sont en fait conservés au sein des papiers de Nestor Lhott, donc avec des travaux complexes de réattribution en fait de ces papiers et du travail autour de la publication du voyage d'Égypte, tout en sachant que Jacques Joseph explique dans les différentes commissions qu'il a dû notamment renoncer au plan thématique qu'aurait souhaité Jean-François Champollion, beaucoup trop complexe à mettre en œuvre, pour conserver finalement un plan géographique. Alors, les derniers volumes rassemblant les varias sont pris en différentes occasions, vont rassembler, eux, des monuments pris un peu partout et nécessitent aussi d'être retravaillés. Et voilà, je vous montre ici un exemple des différents types de matériaux, en dehors des notes écrites. On va avoir des estampages, des relevés, des calques et de mains différentes. Il est aussi pour nous très intéressant d'explorer ces fonds pour réenquêter sur l'histoire des collections, car c'est vraiment de nos missions de chargé de collection de documenter les parcours des œuvres de la manière la plus documentée possible. Et il y a tout un travail à faire dans les papiers Champollion pour cela, pour notamment l'histoire de la Bibliothèque nationale de France. Et autour de Champollion, plein d'autres fonds conservés à la Bibliothèque nationale viennent nous parler de Champollion, notamment sa correspondance d'une centaine de lettres toujours inédites avec Saint-Martin, ou encore des autographes conservés donc dans des papiers de collectionneurs qui sont entrés a posteriori à la Bibliothèque nationale. Et voilà, pour vous parler aussi notamment de tout ce travail d'édition posthume de Champollion par son frère. Il y a beaucoup de papiers qui ont été redécouverts récemment, comme les archives Didot à l'Arsenal, les archives à l'IFAO publiées par Nadine Cherpion, qui en fait se posent des questions dont les réponses sont dans les archives Didot, donc ça va être assez amusant à explorer. Et puis bien sûr la création des fontes hiéroglyphiques de l'Imprimerie nationale, qui n'arrive que plus tard, mais qui est fortement initiée justement par le projet de publication posthume de la grammaire égyptienne, et où des manuscrits et ouvrages de Champollion vont servir de base à la création de certains poinçons. Il y a aussi à retravailler, mais qui a bien été déjà exploité par Alain Faure, les archives administratives, qui marquent en fait le coup d'arrêt des publications posthumes par Jacques-Joseph Champollion, des manuscrits inédits de son frère, puisque avec la monarchie de Juillet, Champollion-Figeac fait l'objet de différentes mésententes et on lui attribue la disparition de manuscrits de son frère. Il va être blanchi, mais quand même quitte la bibliothèque en 1848, ce qui explique la fin de ses travaux. Donc Maspero, De Rouget puis Maspero prendront la relève pour certains papiers, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est ce que je cherchais justement à terminer sur, en vous invitant à venir continuer d'explorer ces archives qui, si elles ont l'air d'être connues par la somme des bibliographies et des biographies publiées Champollion, ne font qu'une part toute relative aux manuscrits scientifiques,
puisqu'il se base beaucoup sur la correspondance essentiellement. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition pour, si vous vouliez, plus d'informations sur ces fonds. En attendant, je vous laisse avec quelques ressources en ligne que nous avons préparées pour l'exposition sur les sites de la Bibliothèque nationale. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation. Donc, je vais radoter un peu, mais donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure. S'il y a des questions en ligne, je vais pouvoir les transmettre à la conférencière. Puis s'il y en a dans la salle, il y a 2 micros de bord en bord de la salle. Donc, je vous inviterai tout simplement à vous lever puis à aller prendre le micro. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, je vous invite. Il y a un micro juste ici, monsieur, devant vous. On vous écoute. Donc bonsoir à tous, bonsoir à Vanessa. Ce que je voulais savoir, en fait, le truc, c'est, j'ai écouté, je me suis dit, bon, on reste totalement en BNF pour parler de Champollion, mais j'ai pas évoqué, bon, je fais une petite pub, hein. Je fais une petite pub, mais pourquoi, en parlant de Champollion, on n'évoque pas aussi le tout dernier qui est la Bibliothèque d'Orient, le nouveau truc que la BNF a fait avec les autres IFAO et autres. Voilà, je me suis posé la question, mais pourquoi on est... Pour faire ma petite pub, hein, pourquoi la Bibliothèque d'Orient a été écartée de tout ce qu'on a dit? Et voilà. Parce que la Bibliothèque d'Orient, c'est un site conjoint entre la Bibliothèque nationale et plein de partenaires tout autour du bassin méditerranéen, où on a effectivement numérisé pour moitié les bibliothèques partenaires ont fait un travail de numérisation et pour l'autre moitié, la Bibliothèque nationale a apporté des choses. Et en fait, on a fait une notice biographique sur Champollion dans Bibliothèque d'Orient, mais c'est bien plus large puisque ça retrace en fait pas une dizaine de pays, c'est pas que l'Égypte. Donc, Bibliothèque d'Orient, c'est vraiment un principe de portail commun hébergé sur Gallica. Oui, et c'est pour cela que je me posais la question, en fait, parce qu'il y a la notice, comme tu l'as évoqué, oui. Champollion, qui n'est pas Ghani, parce que là... Oui, c'est Hélène et moi-même qui sommes autrices de la notice aussi, donc voilà. J'allais pas m'auto-citer. Et donc, je me posais la question, pourquoi Bibliothèque d'Orient n'a pas été évoquée? Est-ce que tu... Parce que derrière, c'est Gallica et vous retrouverez les mêmes manuscrits. Donc, je l'ai évoqué qu'une seule manière. Et puis, bon, la deuxième question la plus ouverte, en fait, c'est... Ça, c'était une préoccupation réellement personnelle, en fait. Et quand tu évoquais la question des Coptes, pour quelqu'un comme moi qui a été en Égypte, tout ça, et là, on rentre dans le volet contemporain de la chose, j'ai tendance à remarquer que tels que les Coptes sont barricadés chaque jour, me dis, mais quel a été en fait quel est ce groupe quelle a été leur vie dans le passé pour qu'ils soient, ça sort du cadre en fait. Bon, je pense que ça c'est pas moi, c'était ma petite réflexion à côté. Voilà. Alors, en fait, le lien entre le copte et la langue pharaonique a bien été montré par Kircher, mais en se basant sur des manuscrits qu'avait ramené Pietro della Valle en Italie, où on avait des grands dictionnaires, ce qu'on a appelé des scalas, des échelles, où on avait des listes de mots de vocabulaire copte avec leur traduction en arabe, parce que le copte n'était plus parlé à l'époque, c'était plus qu'une langue de messe. Et donc, on avait des traductions et Kircher, il est jésuite, donc son rôle, c'est missionnaire. Et donc, il cherche à comprendre les langues d'Orient, où il est susceptible de partir en mission, ou aide, et c'est un des grands linguistes de son temps aussi. Et donc, il fait une traduction en latin de ces listes de mots. Et par ailleurs, il y a des correspondances entre des moines coptes d'Égypte et Fabrice Peresque, un grand collectionneur dans le sud de la France, et où les moines, eux, disent « nous sommes les descendants des pharaons, nous parlons encore la langue égyptienne ». Et donc tout cela, Kircher l'entend,
et dit, bah voilà, cette écriture et cette langue qui s'écrit avec du grec augmenté de 7 lettres pour rendre des sons particuliers, et j'ai l'arabe à côté, et j'ai des empreintes du grec, mais il y a plein de mots qui ne sont ni arabes ni grecs. Donc, c'est tout à fait plausible que le copte soit une langue issue de la langue des pharaons. Il n'y a pas d'autre explication logique que ça. Et c'est effectivement ce que l'avenir va montrer. Les coptisans sont capables de faire des dictionnaires de plusieurs centaines de mots qui sont des héritiers directs de la langue égyptienne pharaonique. Et certaines structures grammaticales coptes sont encore très proches du démotique, la dernière écriture qu'on voit sur la pierre de Rosette. Ouais. En tout cas, merci. Parce que là, c'est ce Le petit chaînon lien que manquant. J'aurais une question en Ouais. ligne. Donc, un inventaire du fonds Firmin Didot de l'Arsenal existe-t-il? Et non, c'était une grande surprise parce que voilà, quand on fait une exposition, la grande joie, c'est qu'on fait du porte-à-porte auprès de tous les collègues. Et grande satisfaction et joie, c'est vous arrivez, vous parlez d'Égypte, de Champollion, tout le monde veut en être et c'était vraiment très très chouette. Et l'Arsenal me dit, bon, j'étais allée les voir parce qu'il y a le fonds Saint-Simonien, il y avait des lettres de Jacques Joseph et ses écrits sur, voilà, par rapport au soutien à l'empereur. Et en fait, une collègue me dit, bah, en fait, on vient de rentrer le fonds Firmin Didot, il n'est pas encore classé ni identifié, mais j'ai vu une pochette Champollion, est-ce que ça vous intéresse? Je me suis dit, oh là là, Firmin Didot, c'est lui qui a publié la grammaire. Oui, ça m'intéresse. Alors, il y a moins la grammaire que les monuments d'Égypte et de la Nubie, et donc j'espère vraiment, voilà, ils sont en train de le préclasser, mais il est tout à fait possible d'écrire à la bibliothèque de l'Arsenal pour leur demander ce qu'ils ont ou de venir consulter. Mais maintenant, voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est pour que les gens viennent consulter ces fonds aussi qui ne sont pas encore catalogués. C'est ça, c'était une autre des questions, c'était est-il accessible? Donc là, c'est Oui. en cours, en fait. C'est en cours de classement, donc en général, tous les fonds en cours de classement, il y en a beaucoup parce qu'on reçoit couramment des dons de manuscrits ou des acquisitions, sont en général accessibles. Il faut nous écrire et nous donner un petit délai de traitement parce qu'on doit les estampiller et faire des pré-pochettes pour la communication. Mais voilà, en général, à quelques semaines près, c'est quelque chose qui est envisageable. C'est pour ça quand vous venez dans les départements dits spécialisés, donc pas les imprimés, mais les manuscrits ou l'Arsenal à la Bibliothèque nationale, on vous conseille toujours d'écrire un mail au département, donc le nom du département @bnf.fr, donc soit manuscrit au pluriel, soit arsenal@bnf.fr, pour préciser votre recherche, et comme ça on vous aide au mieux à le préparer en amont, surtout si vous voyagez de loin pour une période réduite. Merci beaucoup Vanessa.